Bonjour chers élèves de la deuxième année bac. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans le cadre du deuxième module portant sur l'étude d'un roman maghrébin contemporain et dont le support Elle était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddine, une activité de langue qui a comme objectif, dans un premier lieu, de repérer les marques de l'insertion d'un dialogue dans un récit, en deuxième lieu, de découvrir le rôle de ce genre d'insertion dans une narration ou dans un récit. Dans la mise en situation, on va essayer de voir la différence entre le récit et le dialogue sous forme d'un simple rappel. Alors, le récit, ou quand est-ce qu'on parle de récit? C'est lorsqu'un narrateur raconte des événements réels ou fictifs qui se déroulent au passé. Quelles sont les marques du récit? Tout d'abord, vous avez l'emploi de l'imparfait et du passé simple, les tons du récit. Deuxièmement, vous trouvez généralement un narrateur qui emploie soit le pronom « il » pour montrer qu'il est extérieur à l'histoire, ou bien le pronom personnel « je » pour montrer qu'il est intérieur à l'histoire. Troisième indice, c'est le cheminement le cheminement chronologique ou bien le cheminement des événements, ce que nous appelons bien sûr le schéma narratif ou la séquence narrative. Alors, pour le dialogue est un échange verbal entre deux ou plusieurs personnages. Il est généralement introduit dans un récit par le biais ou bien au moyen du discours direct. Alors, plusieurs écrivains tâchent bien sûr à introduire à chaque fois des dialogues entre les personnages. Est-ce que cette introduction ou cette insertion du dialogue est fortuite ou bien elle est gratuite? Non. Sûrement, ces écrivains visent bien sûr à montrer, à faire sortir, à appuyer bien sûr un élément de récit ou un élément portant sur un personnage. Alors, pour bien sûr déceler les marques de l'insertion du discours ou du dialogue dans le récit, et aussi voir quelles sont les fonctions ou le rôle, ou les rôles en quelque sorte que joue le dialogue dans le récit, on va essayer de s'appuyer bien sûr sur ce petit texte de base dans la phase d'observation ou la phase de l'observation. Alors, je vais vous lire tout d'abord ce petit texte. Rencontrant une amie qu'elle n'a plus vue depuis 10 ans, une femme lui avoue avoir perdu la rivière de diamants que celle-ci lui avait prêtée. Alors, ce petit chapeau est une mise en situation de notre texte support ou bien une petite contextualisation de ce petit texte de base. Alors, comment, puisque tu me l'as rapporté, je t'en ai rapporté une autre toute pareille, et voilà, disons que nous la payons. Tu comprends que ça n'a pas été aisé pour nous qui n'avions rien? Enfin, c'est fini, et j'en suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne. Oui, tu t'en étais pas aperçue. Hein? Elles étaient bien pareilles. Alors, elle souriait d'une voix orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. Oh, pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs. Alors, le texte est extrait de la nouvelle réaliste La Parure de Guy de Maupassant, publiée en 1885. Alors, notre première tâche, bien sûr, dans cette observation, c'est de voir quelles sont les marques de l'insertion du dialogue dans le récit. Alors, nous avons tout d'abord des marques typographiques. Vous avez, par exemple, les guillemets que j'ai ici marqué en rouge. Alors, si vous avez remarqué, à chaque fois que Guy de Maupassant passe du récit au dialogue, il ouvre les guillemets. Et à chaque fois que le personnage change
ou bien à chaque fois qu'il change de personnage ou qu'un personnage prend la parole, il utilise un tiret pour marquer ce changement de locuteur. Très bien. Alors, là, Guy de Maupassant avait utilisé la technique guillemets et à chaque fois qu'il passe d'un personnage à un autre, tiret. Mais dans d'autres récits, vous allez trouver que le dialogue est introduit tout simplement par l'utilisation des tirets. L'utilisation, bien sûr, des tirets, ce que nous allons voir dans l'application ou l'exercice d'application. Très bien. Alors là, vous avez ces deux marques. Parfois, on peut trouver aussi les verbes de parole. Les verbes de parole qui viennent introduire le dialogue, puisqu'on avait dit que ces dialogues sont généralement sous forme de discours direct. Et tout discours direct a besoin d'un verbe introducteur, ou bien un verbe de parole pour introduire le discours. Très bien. Alors, maintenant les fonctions. À quoi sert l'insertion d'un dialogue dans un récit? Alors, si vous avez bien remarqué, là, il s'agit tout d'abord de montrer qu'il y a une certaine véracité dans la narration des événements. Il s'agit d'une nouvelle réaliste. Guy de Maupassant a besoin d'intégrer à chaque fois ces dialogues pour donner plus de véracité à son récit. Alors, là, le discours ou le dialogue entre Madame Forestier et Mathilde va nous montrer, bien sûr, que Madame Forestier ne savait pas que la parure était fausse. Et Mathilde ne savait pas que la parure était fausse et Madame Forestier ne savait pas que la parure qu'elle avait reçue de son ami était une vraie parure de diamant. Alors, pour, bien sûr, à la fin, dans ce dénouement, montrer la chute inattendue de l'histoire, il avait essayé d'intégrer ce petit dialogue qui montre tout simplement que la souffrance de 10 ans de Mathilde était en vain parce que la parure qu'elle avait empruntée était bien fausse. Très bien. Alors, deuxième élément, là c'est au niveau de l'histoire, au niveau de ce qu'on appelle le cheminement des événements, au niveau du cheminement des événements. Le dialogue permet de marquer un moment important de l'histoire et en même temps de faire progresser l'histoire ou de faire progresser les événements ou faire progresser l'intrigue. Bien, alors troisième élément. Le troisième élément, c'est que nous avons ici Madame Forestier et Mathilde, deux personnages. À travers ce dialogue, on arrive à détecter un petit peu le caractère de Madame Forestier et le caractère un petit peu ou la personnalité de Mathilde. Mathilde ici se montre tout d'abord orgueilleuse et naïve. Elle est dupée par son orgueil quand elle croit que la parure que Madame Forestier lui avait prêtée était vraie, au moment où c'est une parure qui était fausse. Le caractère ou la personnalité de Madame Forestier, c'est une dame qui est bien sûr fidèle à elle-même, c'est une dame qui est fidèle à elle-même et une dame bien sûr sincère, parce qu'elle a avoué à son ami que la parure était fausse. Elle se montre humaine avec son ami. Elle pourrait bien sûr cacher la vérité et garder la vraie parure pour elle-même, mais elle se montre bien plus bonne et sincère que son amie Mathilde, qui avait caché le fait qu'elle avait perdu la parure lors de la soirée. Bien, alors, si nous récapitulons un petit peu, nous allons aller vers cette fixation. Alors, premièrement, pour signaler l'insertion d'un dialogue dans un récit, vous avez 3 éléments. Tout d'abord, ouvrir les guillemets devant la première réplique et les fermer après la dernière.
Et à chaque fois qu'un personnage prend la parole, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer tout simplement de mettre un tiret devant chaque parole ou chaque réplique. Deuxième élément, on peut tout simplement mettre des tirets au début de chaque réplique et ne pas avoir recours à ce qu'on appelle les guillemets. Troisièmement, on peut faire précéder les paroles d'un verbe de parole suivi de 2 points, ce que vous avez vu dans les indices ou les marques du discours direct. La ponctuation, les deux points, et puis après les 2 points, vous avez généralement les guillemets, dans le cas où la phrase ou le verbe de parole vient avant le discours ou avant le dialogue ou avant la réplique. Mais dans le cas où le verbe de parole vient après le dialogue ou après la réplique, ou bien au milieu de la réplique, là on parle bien sûr d'une proposition incise. Une proposition incise. Donc, récapitulant, pour signaler l'insertion d'un dialogue dans un récit, il faut ouvrir les guillemets devant la première réplique et les fermer après la dernière. À chaque fois qu'on change de réplique, on doit mettre un tiret, on change de personnage, on doit mettre un tiret, et on doit faire précéder les paroles d'un verbe de parole suivi de 2 points ou les faire suivre d'un verbe de parole dans une proposition incise à l'intérieur ou à la fin d'une réplique. Maintenant, pour le rôle que joue un dialogue dans un récit. Généralement, l'insertion d'un dialogue sert à animer un récit, à lui donner de la vivacité pour varier le rythme de la narration. La scène semble être prise sur le vif, et c'est ce qu'on avait dit. Alors, Guy de Maupassant avait besoin de donner un certain réalisme ou accorder un certain réalisme à l'histoire. Donc, le dialogue ici sert à accorder ce petit brin de réalisme à l'histoire de Mathilde, bien sûr. Donc, deuxième élément, les répliques d'un dialogue permettent de caractériser la personnalité d'un personnage à travers sa parole. Alors, on avait vu que Mathilde, à travers ses paroles, s'est montrée naïve, dupe et orgueilleuse. Et Madame Forestier s'est montrée fidèle à elle-même et sincère. Bien, alors, pour troisième élément, le dialogue est souvent introduit à un moment important du récit et permet à l'action de progresser. C'est ce qu'on avait dit. Alors, Guy de Maupassant avait intégré ce dialogue à la fin de la nouvelle, ça veut dire dans le dénouement, parce que c'est un moment très important où il fallait marquer la chute. Et la chute, c'était bien sûr la réplique de Madame Forestier, là où il avoue que la parure est fausse. Bien, alors, pour appliquer, pour un petit peu voir si nous avons retenu quelque chose derrière, bien sûr, pendant l'explication de cette leçon, on va essayer de voir cette petite application. Alors, pour l'application, la consigne, il faut tout d'abord, dans un premier point, relever les marques d'introduction du dialogue. Le deuxième point, dites ce que nous apprend ce dialogue sur le rapport entre les personnages, sur leurs actions et sur la personnalité de chacun d'eux. Alors, commençons par lire le texte. Le chapeau. Julien vient d'être embauché comme apprenti chez un boulanger. Il part livrer des croissants avec un camarade Maurice. Le dialogue, ou le récit, pardon, il souleva un angle du couvercle sorti de croissant et en tendit un à Julien. Julien hésitait à le prendre. « Bouffe, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai. » Ils repartirent en mangeant. Les croissants encore tièdes étaient croustillants et très bons. « Comment allons-nous faire ?» demanda Julien. « Il y avait juste le compte. »« Non, il y en avait 2 en plus. » Maurice souriait, il se tut
un moment puis demanda. Tu n'as rien vu? Non. Le patron non plus, heureusement. Alors, dans ce texte, on va essayer de répondre à la première consigne, voir quelles sont les marques de l'introduction ou de l'insertion du dialogue dans ce récit. Et faire en même temps la différence entre les phrases où on a le récit et les phrases où on a le discours. Alors, la première phrase, il souleva un angle du couvercle, sortit 2 croissants et en tendit un à Julien. On remarque clairement qu'il s'agit ici du récit, tout d'abord par l'emploi du passé simple dans le verbe. Soulever, souleva, sortit et tendit. Dans la deuxième phrase, vous avez le verbe hésiter, conjugué à l'imparfait. Donc jusque-là, nous sommes toujours avec le récit. Le tiré qui vient dans la phrase suivante, au début de la réplique, bouffe, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai, elle introduit la réplique de Maurice. Puis automatiquement après, on passe encore une fois au récit. Ils repartirent, le verbe repartir au passé simple, en mangeant les croissants encore tièdes, étaient croustillants et très bons. Bien sûr, ici l'emploi de l'imparfait. Tirer, ça veut dire que c'est une nouvelle réplique. Comment allons-nous faire? Demanda Julien. Et là, c'est la réplique de Julien. Il y avait juste le compte. Une autre réplique, tirer, non, il y en avait 2 en plus. Maurice souriait, on revient encore une fois, et il se tut un moment, puis demanda. Une autre réplique, tu n'as rien vu? Non. Et puis, le patron non plus, heureusement. À l'inverse de ce que nous avons vu, c'est pas l'inverse, mais à l'inverse de ce que nous avons vu dans le texte de Guy de Maupassant, là, l'auteur ici n'a pas eu recours à ce qu'on appelle les guillemets. Il avait utilisé tout simplement les tirets. Et c'est ce que je vous ai expliqué avant, c'est qu'on a 2 techniques. Soit marquer le début du dialogue en utilisant les guillemets, et à l'intérieur de ces guillemets, à chaque fois qu'on change de personnage, ou au début de chaque réplique, on met un tiret. Ou tout simplement, on utilise la technique utilisée ici. Ça veut dire, au début de chaque réplique, on va utiliser un tiret. Très bien. Maintenant, les autres marques qui renvoient au dialogue. Nous avons les verbes de parole, et c'est ce qu'on n'a pas vu avec le texte de Guy de Maupassant, puisqu'il n'a pas utilisé de verbe de parole. Là, nous avons 2 entités, on avait utilisé bien sûr les verbes de parole. Demanda Julien, marqué ici en bleu, et vous avez se tut un moment, puis demanda. Et là, c'est Maurice. D'accord? Donc, on a introduit les répliques de Julien et de Maurice en utilisant le verbe demander pour poser 2 questions, la question de Julien et la question, bien sûr, dans la réplique de Maurice. Tu n'as rien vu. Très bien. Maintenant, au niveau du rôle, pourquoi on avait introduit ce dialogue? Alors, nous avons ici 2 fonctions majeures. La première fonction, c'est qu'on a visé à, bien sûr, montrer le caractère de chacun d'eux, ou l'état, bien sûr, de caractère de chacun d'eux. Et deuxièmement, on a visé, bien sûr, à progresser ou à faire progresser l'intrigue. Alors, comment on a procédé, ou comment l'auteur avait procédé pour faire progresser l'intrigue? Là, il nous montre que les 2 amis sont en train de commettre un vol. Ils ont volé le patron, le boulanger. Deuxièmement, il nous a montré que ces 2 amis sont des complices, surtout à la fin, dans les 3 dernières répliques. Maurice, tu n'as rien vu? Julien, non. Maurice, le patron non plus, heureusement. Donc là, c'est une complicité entre les 2 pour commettre ce petit vol. Ou ce vol, hein, il n'y a pas de petit vol. Donc, deuxièmement, nous avons le caractère de chacun des 2 personnages. Pour
Julien, on va mettre l'accent sur le verbe hésiter. Alors, hésiter montre ici que Julien n'a pas l'habitude et qu'il est réticent vis-à-vis, bien sûr, du comportement de son camarade. Et deuxièmement, nous avons le caractère de ce Maurice. Ne t'inquiète pas. Alors, ne t'inquiète pas nous montre, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est confiant et qui n'a pas de problème à commettre ce genre d'erreur ou de faute. Donc, là, les deux camarades sont un petit peu opposés. L'un qui est réticent et l'autre qui est confiant, qui est sûr de lui et sûr de ce qu'il fait. Voilà. Donc, pour la fonction, nous avons deux éléments. Un élément qui concerne l'intrigue. Comment faire avancer l'intrigue en montrant tout d'abord l'erreur commise par les deux camarades et deuxièmement, vous avez bien sûr la complicité entre ces deux camarades qui se mettent d'accord pour bien sûr accomplir leur action. Bien. Alors, jusque-là, vous avez remarqué que dans chaque texte, il y a l'insertion, ou chaque récit, vous avez sûrement l'insertion d'un dialogue. Et ce dialogue, bien sûr, n'est pas inséré gratuitement. Il a sûrement une fonction à jouer dans le récit. Bien, alors, je vous remercie pour votre attention.